Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. À la une de l'actualité de ce dimanche, lieu d'espoir chez les enseignants aspirants au terme de la rencontre du chef de l'État avec les centrales syndicales. À Parakou, les aspirants saluent l'engagement du président de la République. Vous les entendrez dans cette édition. Et puis, coup de tonnerre de projecteur sur la technique de pêche Akaja. Elle fait à la fois la joie des pêcheurs et la souffrance des cours d'eau, une technique séculaire qui revient au devant de la scène de la pêche. Et face à face, représentants du programme alimentaire mondial et acteurs des médias au centre des discussions, la gestion des cantines scolaires, les débats ont également tourné autour des actions du PAM au Bénin. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez. La masse horaire prévue pour les enseignants aspirants était au cœur d'une séance de travail au Palais de la Marina. Le président Patrice Talon a reçu les syndicats et les associations d'enseignants. Plus de précisions avec Jérôme Humbo et Jean Nambima. Mu par le souci d'intérêt général et la cohésion sociale, le président Patrice Talon a invité les partenaires sociaux et les associations d'enseignants. À l'origine de cette rencontre, les remous nés de la dernière décision relative à la masse horaire pour les enseignants aspirants. Le chef de l'État fait l'état des lieux. Nous avons jusque-là, jusqu'à l'année scolaire écoulée, déployé les enseignants disponibles dans la base et un complément a pu être fait chaque fois dans les localités, dans les établissements, à ce que les uns et les autres ont sous la main. De sorte que cette façon de fonctionner compromet totalement l'objectif. C'est à quoi? De sélectionner des gens, d'évaluer des gens, de dire que c'est ceux-là qui ont le minimum requis, à qui on peut compter les enfants dans les diverses disciplines, dans les diverses matières. Et une fois qu'on a fini, qu'on les a déployés, on constate donc qu'il y a encore un trou, et puis après on recrute qui on veut pour compléter ce nombre-là. Alors, déployer donc ce dont nous disposons, les aspirants dont nous disposons pour tenir les classes à l'intérieur du pays et peu partout, si telle est notre exigence, dans quelle mesure cela est possible, dans quelle mesure ce nombre peut être déployé pour satisfaire l'ensemble des heures de cours nécessaires. Si nous avons beaucoup d'enfants dans le pays qui sont à l'école, qui sont scolarisés, et que nous avons peu d'enseignants, on fait quoi? Est-ce qu'on décide que le peu d'enseignants qu'il y a, on essaie de les répartir et leur donner une masse horaire compatible avec les besoins? Ou bien on dit non, nous avons beaucoup d'enfants, nous avons peu d'enseignants, mais certains enfants vont rester sans professeur, sans enseignant. Ou que à certains, nous allons donner, les confier à des enseignants qui n'ont absolument pas le minimum de connaissances nécessaires. Ce serait même un crime contre certains de nos enfants, surtout que ceci fait souvent des enfants qui sont dans les localités éloignées des agglomérations. À cela s'ajoute le souci pour le gouvernement de changer le statut des enseignants dits vacataires vers celui qui leur garantit la sécurité sociale. C'est des gens dont nous avons besoin, dont le pays a besoin, qui ont un minimum de connaissances, de compétences. Mais depuis plus d'une dizaine d'années, ils sont employés, déployés, sans avoir la chance d'avoir une carrière d'enseignant,
ils peuvent travailler ainsi pendant 10, 15, 20 ans et finir sans avoir un minimum même de retraite. Cette qualité ne peut pas être entretenue par l'État. Celui qui est dans ce cycle-là, au bout de 10, 15, 20 ans, il peut finir sa carrière comme ça et ne pas avoir un sou à la fin comme retraite. C'est ainsi qu'au titre de cette rentrée, et pour finir de régler le problème, nous avons examiné le nombre dont nous disposons, le besoin en termes d'heures de cours et l'arbitrage a donné une quantité d'heures de cours affectées par enseignants aspirants, je crois, de 30 heures. Le débat est ouvert, les partenaires sociaux et les enseignants ont exposé leur compréhension de la nouvelle donne. Quand nous prenons ces 30 heures pour nous préinsérer, ou ce qu'on appelle les aspirants aussi, l'enseignant, il travaille d'abord à la maison, il travaille en classe, et après la classe, il se retrouve encore dans une autre situation. Donc il doit se préparer à la maison. C'est là qu'il doit faire le gros travail. Surtout que nous sommes dans l'approche par compétence, il doit faire le gros travail à la maison. Même si ce n'était pas l'approche par compétence, on se prépare aussi à la maison. Mais ici, c'est encore plus exigeant. Sur le principe de résorber le déficit en enseignant, je crois que nous nous accordons. Sur le principe de faire en sorte que tous les enfants béninois accèdent à l'éducation où qu'ils soient, là aussi il n'y a pas de problème. Et je voudrais dire une fois encore que nous sommes disposés à faire ce travail pour qu'effectivement les éléments que nous avons, on puisse les verser à votre équipe et qu'ensemble on trouve les solutions qui permettent vraiment de juguler la situation. À la date d'aujourd'hui, si on donne les 30 heures, c'est que au moins 5000 enseignants à qui vous aviez déjà dit il y a quelques jours qu'ils allaient être reconduits vont perdre les heures qu'ils avaient. On peut faire mieux. Je suis persuadé que cet impact social, vous n'avez pas souhaité qu'il soit de cette qualité-là. Nous quitterons ici avec la joie au cœur pour annoncer à nos collègues préinsérés que notre président, notre papa nous a écoutés. À cette séance, l'ambition du gouvernement est dévoilée. Ne pas entretenir un contrat à la tâche et encourager la construction de la carrière. Les enseignants aspirants précédemment déployés peuvent être rassurés. Aucun aspirant déployé précédemment, déployé l'année dernière et figurant effectivement la base de données ne sera laissé sur le carreau. Aucun. Aucun. Tous les aspirants qui ont été évalués quelques années précédemment et qui ont le niveau minimum requis, qui sont de la base de données, et surtout qui ont été déployés l'année dernière, seront tous reconduits. Et parlant justement de cette rencontre dans le rang des concernés, en attendant d'en savoir plus sur leur sort, les enseignants aspirants voient déjà l'engagement du chef de l'État. On les écoute. Cela me réjouit que M. Son Excellence le Président a accepté de rencontrer les groupements syndicaux pour échanger autour de ces questions préservant les aspirants. Par rapport aux 30 heures qui constituent une question épineuse actuellement qui gêne tout le monde, le gouvernement a accepté de rencontrer les 16 syndicats et échanger avec eux. Et je crois que de leur rencontre, il y a eu des propositions. On souhaiterait que d'ici peu et dans quelques jours, des décisions finales soient retenues et que ça profite à tout le monde. Je remercie la décision du chef de l'État de revoir. Effectivement, ce n'est pas du fétichisme. Ce n'est pas du fétichisme. On peut revoir et donner nous la chance de pouvoir démontrer, nous en tant qu'aspirants, ce qu'on a appris dans les écoles normales. J'étais ému, je l'ai appris à la radio, d'Emma, et vraiment, je me voyais déjà éjecté du système. On pleure et il a écouté. Vraiment, moi personnellement, je suis totalement satisfait de mon président. Ça donne de la joie au cœur de tous les aspirants. Et nous l'avons attendu. D'ailleurs, on avait souhaité le rencontrer, lui poser nos doléances. Et
Et on a eu la chance de le rencontrer, donc tout le monde est heureux et on attend sa main magique pour que une sortie de crise soit trouvée. Alors, il est le père de la nation, nous attendons sa main magique pour nous sortir de la situation. Je tiens d'abord à remercier le gouvernement en place et en particulier le chef de l'État qui a su organiser cette séance pour trouver des mesures palliatives en vue de régler certains nombres de problèmes dans le système éducatif. C'est déjà un espoir. Et par rapport au maintien des aspirants qui avaient servi l'année dernière, le chef de l'État a attesté qu'aucun d'entre eux ne sera retiré. Notre souhait, c'est qu'on puisse déployer ceux-là qui avaient travaillé l'année dernière et ceux-là qui sont également admis non classés l'année dernière. L'actualité dans cette édition, hier 10 octobre 2020, cela faisait exactement un an que s'ouvrait au Palais des Congrès de Cotonou le dialogue politique destiné à trouver des solutions innovantes et endogènes aux difficultés engendrées par la mise en œuvre de la réforme du système partisan. Et cette rencontre réunissait les acteurs politiques de tous les bords sous l'égide du président de la République, dont je vous invite ici à écouter un extrait. Notre pays nous appelle au réalisme, à la solidarité et à la cohésion. Aussi indiqué qu'il puisse paraître, notre charte des partis politiques et notre code électoral nous ont causé du tort. Parce que bon nombre d'entre nous, à la mise en œuvre, ne s'y sont pas retrouvés. Aussi apparaît-il désormais pertinent que les acteurs politiques se retrouvent pour apprécier leur application, réfléchir et échanger sur les adaptations possibles à y apporter en vue d'une meilleure et réaliste organisation de l'espace politique et de la compétition politique, permettant le renforcement de l'unité nationale et de la concorde, tout en préservant l'indispensable assainissement des pratiques politiques. Le dialogue politique auquel je vous convie trouve sa justification dans la volonté de notre peuple de voir ces acteurs politiques se hisser à la hauteur des défis qu'impose la construction de l'État et la consolidation de la nation. Il s'inscrit dans mon souci permanent d'associer les acteurs politiques à la recherche des compromis aux questions politiques essentielles, notamment électorales, dont la résolution est indispensable à notre cohésion et à notre marche vers le progrès. Sa finalité réside dans les recommandations responsables qu'il vous appartiendra de formuler à mon endroit. Je suis convaincu que la foi qui vous anime et l'engagement politique responsable qui est le vôtre nous permettront de trouver les solutions qui renforcent davantage nos institutions et les éloignent de toutes les formes de perversion et de régression. Nous savons tous, et il n'est pas superflu de le rappeler ici ce matin, que pour mettre fin aux pratiques qui retardent son développement et créer les conditions de la prospérité en vue d'offrir des meilleures conditions de vie à ses enfants, notre pays a besoin de réformes d'envergure, telles que la réforme du système partisan. En effet, le système partisan, tel qu'institué, perçu et pratiqué depuis 1991, ne fournit pas toujours les moyens politiques de résilience aux défis institutionnels, économiques et sociopolitiques. Il peine surtout à mobiliser durablement un nombre suffisant dans des ensembles homogènes les ressources politiques qualitatives nécessaires à la performance de l'État dans la réalisation de ses missions essentielles. L'intérêt n'est-il pas élevé de reformer notre modèle pour l'adapter à nos besoins de bonne gouvernance
à travers l'instauration de règles contraignant à la constitution de grands ensembles politiques sains, animateurs exclusifs de la compétition politique. On en vient maintenant aux représentants résidents du programme alimentaire PAM qui étaient entourés de ses collaborateurs avec les hommes des médias. Il était question de faire un zoom sur les activités de cette institution et surtout de revenir sur la question des cantines scolaires. Gilles Danso, Simon Villon en reportage. Le PAM, Programme alimentaire mondial, à cœur ouvert avec les hommes des médias. Des projections qui renseignent sur les activités de cette institution qui lutte au quotidien pour faire reculer les frontières de la misère, de la faim et de la souffrance. Les hommes des médias ont été tenus en haleine pendant plusieurs heures à travers différentes communications axées sur des thématiques bien définies. Aujourd'hui, nous parlons de sécurité alimentaire, nous parlons de sécurité nutritionnelle, mais quels sont les problèmes réels? Parce que c'est depuis longtemps qu'on a développé des politiques, depuis longtemps on a développé des stratégies, mais pourtant on trouve toujours ici et là des populations, des gens qui vont dormir le soir sans avoir mangé. Éliminer la faim, c'est tout un objectif. Et ça demande du temps, ça demande de l'organisation, ça demande des stratégies. La question des cantines scolaires reste un programme phare dont le déroulement sur le terrain se fait avec beaucoup de précautions. Étant donné que le programme fait partie des priorités nationales, donc, il y a déjà une grande partie de contributions que le gouvernement a apportées par rapport à ce programme de cantine scolaire. Et à côté de ça, et quand le programme fonctionne très bien et quand les résultats sont là, cela attire et intéresse aussi les autres bailleurs, les autres donateurs. Surtout quand l'intérêt est là. Il y a vraiment l'intérêt de voir les enfants en train de manger. Ce qui fait que dans le plan stratégique de 5 ans, qui a un coût de un peu plus de 100 millions de dollars, à plus de 80%, c'est le gouvernement qui s'est engagé à apporter l'appui financier. Des échanges à bâtons rompus qui renseignent davantage sur cette institution des Nations Unies. Ici, il y a des rubriques qui ont été, des formations prévues pour suivre la qualité et veiller à la qualité, sur la qualité. Si moi, directeur du PAM, je n'ai pas un certificat sur la qualité des vivres et que je laisse ces vivres aller dans les écoles, le même jour, je quitte le PAM. J'aime bien dire ça parce que je connais des cas comme ça. Nous devons et nous regardons scrupuleusement et de façon détaillée la qualité, à tous les niveaux. D'abord, au moment de l'achat, nous avons un superintendant qui fait des prélèvements. Il y a un laboratoire ici au niveau du ministère du MAEP qui regarde et qui nous envoie les résultats. Tant que nous n'avons pas les résultats de ces prélèvements sur la qualité, nous ne pouvons pas procéder aux achats. La devise est d'unir tout le monde contre la faim au Bénin. Santé sexuelle et reproductive des jeunes, quelles sont les mesures d'accompagnement dont les concernés peuvent bénéficier pour avoir une sexualité responsable? La réponse avec Lénaïk Agbazaou. Voici le compte rendu. Le phénomène des grossesses précoces chez les adolescentes prend de plus en plus d'ampleur. Il constitue un frein à la poursuite de leurs études ou de leur formation quand elles sont en apprentissage. Les conséquences ne sont pas moins remarquables chez les jeunes garçons qui sont parfois auteurs de ces grossesses. Pour une sexualité responsable des jeunes, il faut, au-delà de la sensibilisation et de la promotion des méthodes contraceptives, des mesures d'accompagnement. Le manque de moyens faisant souvent le lit au phénomène décrié. Conscients de ce fait, sociétés civiles et organisations internationales jouent leur partition sur le terrain pour accompagner les efforts du gouvernement. Nous sommes ici dans la zone sanitaire Djougou Kopago Wake, où une ONG locale, en partenariat avec Kebene Togo, distribue des kits scolaires aux élèves, des équipements aux apprentis en fin de formation et pour rester dans l'air du temps, des kits anti-Covid. L'objectif de ce programme, c'est d'accompagner les jeunes à une santé sexuelle responsable, à une sexualité responsable. Accompagner les jeunes à travailler pour une sexualité digne de nom, afin qu'ils ne se lancent pas dans ce qu'on appelle le libertinage sexuel. Je dis merci à tous les partenaires à divers niveaux. Je veux nommer ainsi les CPS, la police, les mairies qui n'ont pas ménagé des efforts
pour quand même mener les activités. Je souhaite vivement que tous ces dons, que cela leur serve. La démarche des ONG partenaires séduit les jeunes. Cet accompagnement va leur permettre de se responsabiliser et de ne pas être en proie à une vie sexuelle à risque. Nous les remercions beaucoup pour ce qu'ils font pour nous et pour ce qu'ils continuent toujours par faire pour nous. Et nous leur promettons de toujours les aider à atteindre leurs objectifs. Le matériel que nous avons obtenu, nous savons que nous allons en faire bon usage et ça va beaucoup nous aider dans nos communes respectives. Le souhait des populations est que de telles actions s'intensifient pour que le déficit de moyens ne pousse pas les jeunes à devenir précocement papa ou maman. Le partenariat préfecture d'Aplaroué et ONG Koufo collaborative porte encore des fruits. Les écoliers du complexe scolaire d'Obo-Tardo dans le département du Koufo ont bénéficié des kits scolaires. Jean-Claude James et Julia Koïko pour le compte rendu. Un kit scolaire pas comme les autres. Dans le colis, un pain de savon et un masque rappelle le contexte particulier dans lequel intervient ce don de l'ONG Koufo Collaborative. Aujourd'hui, le complexe scolaire de Dobo-Tata est à l'honneur et bénéficie de 1214 kits scolaires d'une valeur de 8 942 000 francs CFA. Alors, progressivement, l'ONG Koufo Collaborative est en train de contribuer à la qualité de l'enseignement dans nos écoles. Autorités communales, enseignants et écoliers sont contents de cet appui, fruit du partenariat entre la préfecture d'Aplaroué et cette ONG. Aujourd'hui, nous sommes là pour entourer merveilleusement le secteur de l'éducation. Et non seulement vous êtes aujourd'hui dans Tota Centre, vous voulez aussi remettre des kits à nos enfants de Yakotome Centre. Et le coût total est de 18 875 050 francs. Vous avez appuyé les efforts énormes que fait le gouvernement du président Talon dans tous les secteurs d'activité de la vie nationale. Nous avons des raisons sérieuses de réitérer nos remerciements à l'endroit de l'ONG Koufo Collaborative, représenté au Bénin ici par Koufo Coopératif. En effet, après la dotation en dispositif de l'ACME pour lutter contre la pandémie, nous voici encore bénéficier des kits pour notre écolage. Nous vous disons merci et encore merci pour tout. L'ONG Koufo Collaborative, qui intervient dans presque tous les secteurs, veut étendre ses activités aux autres départements. Une idée soutenue par le préfet, grâce à qui cette ONG œuvre au Bénin. À présent, l'actualité sur la toile de cette semaine. L'exploit individuel d'un handicapé moteur a fait le tour de la toile. La signature également de Saturin Alagbé en Ligue 1 française ne fait pas que des heureux. Les échos du web avec Maurice Tonton et Bio Mohamed. Nouvelle démonstration de force d'un partisan de Patrice Talon. Pour susciter la candidature du chef de l'État à la présidentielle de 2021, Sarafa Dine Lassisi a fait fi de son handicap moteur. Il a parcouru la distance Natitengu-Cotonou sur son tricycle à pédale manuelle pour donner de l'écho à son message à l'endroit du président de la République. Objectif atteint pour ce vulcanisateur de métier, non seulement son initiative a été largement relayée sur les réseaux sociaux, mais il a surtout été reçu par le ministre Modeste Kérékou et le député Barthélémy Kassa dès son arrivée à Cotonou. Les deux personnalités ont assuré que son message sera transmis au président de la République. Mieux encore, Sarafa Dine Lassisi a aussi reçu comme cadeau un nouveau fauteuil roulant. Ce dernier va sans doute alléger sa peine sur le chemin du retour s'il décide de le faire comme à l'aller. Saturnin Alagbé, le gardien de but des Écureuils du Bénin, a quitté son club de New York et a signé à Dijon
en Ligue 1 française. Le transfert du portier béninois est salué avec enthousiasme par les supporters des Écureuils sur les réseaux sociaux. Le premier gardien professionnel 100% béninois en Ligue 1 française, c'est vraiment un honneur, s'exclame un internaute. Félicitations à toi, c'est le Bénin qui gagne, se réjouit un autre. Par contre, la nouvelle est beaucoup moins appréciée du côté des supporters du Chamois niortais. Capitaine et dernier rempart du club de Ligue 2, son départ est vu par les fans niortais comme une mauvaise décision de la direction du club. C'est bien pour sa tournée à l'Agbé, c'est logique vu ses performances. Normal qu'il vise la Ligue 1 et bravo. C'est moins logique dans la gestion de l'effectif alors que l'équipe est première, regrette un supporter niortais. Au chapitre du débat sur la restitution des biens culturels pillés sous la colonisation, le Parlement français a voté une loi consacrant la restitution de 26 œuvres au Bénin et au Sénégal. Une nouvelle qui ravit les défenseurs de la restitution des œuvres, mais qui rappelle aussi pour certains qu'il ne s'agit que d'une première victoire dans une succession de combats. Le combat n'est pas terminé. Nous devons encore et encore continuer à militer pour la restitution du reste de ces butins de guerre encore non inscrits, a réagi un internaute sur Facebook. Pour un autre, c'est déjà une bonne nouvelle. Il ne faut juste pas baisser les bras. L'actualité internationale nous emmène à présent en France où des manifestants ont marché contre l'ouverture de la procréation médicale assistée à toutes les femmes. Et aux États-Unis, Donald Trump se sentit bien après son hospitalisation. La compilation de cette actualité internationale avec Lénaïque Agbazaou. Par la déclaration devant notaire a été votée. On le sait et on le redit encore. Un millier de manifestants opposés au projet de loi bioéthique sont rassemblés sur la place Vendôme à Paris, répondant à l'appel du collectif d'associations Marchons Enfants. Ils sont tous contre la PMA, procréation médicalement assistée, ouverte à toutes les femmes. Moi, personnellement, je suis là pour vraiment me battre pour la vie. J'accepte plus ce que le gouvernement veut nous faire à tous les enfants qui ont le droit de naître et le commerce de tous ces pauvres enfants en déguisant ça par le fait qu'ils ne sont pas nés, donc c'est pas encore des enfants. Mais c'est donc du coup pour défendre que les enfants ils puissent avoir un papa et une maman. Voilà, on parle de pouvoir bouger les embryons chimères. Voilà, je pense que la vie est naturelle. Ça, c'est toujours que les minorités ou les problèmes qui s'adressent à une toute petite population dictent la loi de la majorité. Il est temps qu'une majorité donne sa loi. Les rues sont désertes à l'Ex-Charles, en Louisiane, où la population a quitté la zone touchée par l'ouragan Delta, qui a provoqué de nouveaux dégâts dans une ville déjà marquée par le passage de l'ouragan Laura le 20 août dernier. And a lot of people don't feel that way sometimes for a while afterwards, but very good. Je me sens vraiment bien, je me sens très solide, a confié le président américain Donald Trump sur la chaîne américaine Fox News lors de la première interview filmée depuis son retour d'hospitalisation. Il répond depuis la Maison-Blanche aux questions d'un médecin consultant pour la chaîne. Je me sens vraiment bien, je me sens très solide. Je sais que pour beaucoup de gens qui ont eu le Covid, ou comme moi je l'appelle le virus chinois parce qu'il vient de Chine, ce n'est pas si facile. Mais voilà, je me sens vraiment très bien. Et il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas comme ça longtemps après avoir contracté le Covid-19.
Les habitants de la capitale régionale de Stepanakert marchent dans les décombres causés par les affrontements alors qu'un accord de cessez-le-feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan entre en vigueur après près de 2 semaines de violents combats sur la région contestée du Haut-Karabakh. Les deux pays ont depuis échangé des accusations de nouvelles attaques malgré l'accord. La Corée du Nord organise un défilé militaire géant, faisant étalage avec ostentation de cette dernière technologie de défense à l'occasion du 75e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs, malgré la menace sanitaire. Les images du défilé auquel a assisté le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont été diffusées sur la télévision d'État. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention et bon dimanche chez vous.